J'ai eu la chance d'étudier avec Renaud Médan en traduction lors de ma dernière session à l'Université de Montréal. J'ai été impressionnée par sa capacité de s'exprimer autant en français qu'en anglais et même en japonais. Dire qu'il a une passion pour la culture japonaise serait un euphémisme. J'ai le plaisir aujourd'hui de collaborer avec lui autour de ce sujet qui lui tient tant à cœur. Bon, le japonais, c'est quoi? C'est une langue est-asiatique, le pays le plus à l'est, sur une petite île en forme de croissant. Elle va dire, ça s'appelle pas Japon au Japon. Ça s'appelle pas japonais au Japon. Eux, ils disent de leur pays, ils l'appellent Nihon. Ça veut dire le pays du soleil levant. Puis ils appellent leur langue le Nihongo. Go, c'est le kanji qui rajoute après une nation pour indiquer la langue. Donc, si admettons, on voudrait dire français, Furantu, c'est France, Furantugo, français. Ben moi, c'est mandarin, c'était Janada, Canada. Hmm? Puis tu rajoutes yen pour personne. Fait que tu fais Janada yen. Ah, puis c'est même Canada. chose pour les Japonais. Ouais. Canada, puis on rajoute Jin. Canada Jin. Ah. America Jin. France Jin. L'origine du nom Japon n'est pas certaine, mais certains chercheurs croient que ça vient probablement du mot malaisien Japon, je sais pas comment le prononcer, ou le chinois Riben, qui veulent à peu près dire la terre du soleil levant. À la base, le Japon s'appelait eux-mêmes Yamato, Ok. mais plus tard, ils ont choisi de s'appeler Nihon, qui veut dire la terre du soleil levant. Puis, c'est les autres qui ont pris cette signification-là du soleil levant, puis qui l'ont mis dans leur langue. Puis, sûrement que quand les Européens sont allés découvrir le Japon, ils ont entendu ça, puis à la place de prendre Nihon ou Nippon, ils ont choisi ça à la place. C'est quoi les différents niveaux de Japon? Il y a certains qui utilisent le curriculum scolaire japonais, donc ce que les enfants ils apprennent là-bas pour se donner une base. Mais ce que personnellement, moi, j'utilise, c'est le JLPT, en anglais Japanese Language Proficiency Test. C'est des examens qu'on peut passer en tant que étranger pour se donner, jauger un niveau. Puis ces examens-là sont donnés par le gouvernement du Japon. Puis si on a un assez haut niveau, ça peut carrément nous ouvrir des possibilités de travail là-bas. Donc, il y a 5 niveaux, commençant du plus faible à N5, c'est le plus débutant, jusqu'à N1, là où on est carrément un expert de la langue japonaise. Puis, pour être rendu à un niveau de lecture fluide, N2, c'est considéré comme assez avancé pour avoir un débit puis une lecture fluide. Est-ce qu'il y a une différence d'ordre de mots? C'est assez compliqué, ça peut vraiment changer beaucoup dans la phrase, dépendamment de ce qu'on cherche, mais en général, admettons, je voudrais dire je mange une pomme. On dirait watashi, moi, watashi wa ringo au tabelu. Ringo, ça veut dire pomme, tabelu, c'est manger. Donc, ça serait sujet, complément, verbe. Ce qu'ils appellent les kanji sont des anciens caractères chinois. Même les caractères chinois, au fil du temps, ils ont évolué, puis à un certain point, les Japonais s'y sont appropriés parce qu'ils avaient besoin d'une manière d'écriture. Quand ils ont réalisé que ça existait, ils se sont dit que ça serait bien de pouvoir de l'utiliser. Puis, ces caractères-là, les kanji, c'est des idéogrammes. Ils se sont appropriés les kanji, puis beaucoup de prononciations qui venaient avec. Ce qui m'amène au onyomi puis au kunyomi. Ils ont gardé évidemment leur prononciation japonaise pour certains mots, mais pour certains mots plus techniques ou qu'il n'y avait pas avant, ils ont pris les prononciations chinoises. Donc, onyomi, c'est la prononciation chinoise, puis kunyomi, c'est la prononciation japonaise. Dans certains cas, on va associer un certain prestige à certaines prononciations. Donc, mettons, certains termes techniques chinois vont être plus prestigieux que leur version japonaise. Et d'un autre côté, si on essaie d'être plus poétique, les termes japonais moins utilisés peuvent être considérés plus poétiques. Admettons, on prendrait le terme, je pense, tamesu. C'est un mot japonais, mais ça veut dire essayer. Mais on pourrait aussi dire kokoro miru. Kokoro, ça veut dire cœur. Miru, c'est voir. Voir le cœur, c'est essayer quelque chose. C'est une manière très, très poétique de dire essayer.
Y a-t-il d'autres combinaisons comme ça? Mais on peut aussi prendre deux kanji pour former un mot. Admettons, le kanji de feu, puis le kanji de yama, la montagne, si on les met les deux ensemble, la montagne de feu, c'est le volcan. Fait que c'est comme un casse-tête. Oui, c'est ça. Tu mets des kanji ensemble, puis ça donne des mots. Certains mots peuvent pas juste être écrits avec des kanji. Ça prend aussi des hiragana puis des katakana. C'est un système d'écriture qu'ils ont inventé plus tard. Les hiragana servent à compléter certains mots, à faire des terminaisons de verbes, des adjectifs, mais aussi des particules. Les particules, on n'en a pas en français ou en anglais, mais c'est ce qui sert à relier les phrases ensemble, puis à mettre du sens dans un gros paquet de mots. C'est comme eux parler sans particules, ça serait nous parler sans préposition, sans déterminant, etc. Quoique c'est pas exactement la même chose. En japonais, à l'origine, la ponctuation, ça n'existait pas. Il y avait des phrases, évidemment, mais les signes de ponctuation, ça a été apportés par les Européens. Si on regarde des vieux manuscrits japonais, c'est juste du texte. Évidemment, éventuellement, ils ont rajouté un point, puis c'est pas exactement un point, c'est un maru. Maru qui veut dire un petit cercle à la fin de la phrase. Puis le reste, admettons des points d'interrogation, des points d'exclamation, ils utilisent ça parfois, mais c'est pris de la culture européenne. Les points d'interrogation, puis les points d'exclamation, ça fait pas partie de la ponctuation japonaise de base. À l'origine, on écrivait les manuscrits à la verticale, de droite à gauche. Éventuellement, on peut écrire aussi à l'anglaise, de gauche à droite, mais si on lit, ça c'est juste, admettons, c'est pas tellement utilisé, là, dans n'importe quel livre, dans n'importe quel même manga, ça va être écrit à la verticale, puis tu lis de droite à gauche. Pourquoi quand on traduit les mangas, pourquoi on traduit pas de gauche à droite pour les lecteurs occidentaux? C'est important de garder l'aspect culturel. Tant que nous, on est capable de comprendre, on devrait garder ça le plus proche de l'original que possible pour avoir l'expérience japonaise quand on lit un produit de la culture japonaise. Mais il y a aussi un aspect économique qui vient avec ça, puis un aspect de temps. C'est que si on essaie de, de murmurer l'écriture, il faut aussi murmurer le dessin. Puis ça prend du temps. Puis ça prend de l'argent. Parce qu'on peut pas juste faire un miroir parce qu'il y a certains aspects du dessin qui seraient à la mauvaise place. Si on change si on fait un miroir puis qu'on change le kimono de bord, le côté droit va passer par-dessus le côté gauche. Puis ça, apparemment, c'est une chose qui est seulement utilisée lors d'une cérémonie pour les morts. Ça vaut plus la peine de juste laisser ça comme ça, puis les gens finissent par s'habituer. C'est pas tant un grand changement. Le japonais a volé des mots. Mm-hmm. Des... Il va des mots à tout le monde. Mais c'est ça, il a volé des mots de l'anglais et du français et de l'allemand, tu disais. De toutes les langues européennes, du chinois aussi. Par exemple, le mot pan, comme computer, ordinateur, eux ils disent personal computer ou pasocon, personal computer. Puis un autre, l'exemple allemand que j'ai, c'est Arbeito. Puis en allemand, c'est Arbeit. Je le prononce sûrement mal, vu que je parle pas allemand. Mais c'est pour un travail à temps partiel. S'ils peuvent utiliser un mot anglais, même s'ils ont un mot japonais qui est parfaitement utilisable, des fois, ils vont l'utiliser. Admettons, dire quelque chose est cool, au lieu de dire kakoi pour dire cool. Nous aussi, on a volé plusieurs mots du japonais. Ceux qu'on connaît le plus, c'est sushi, tsunami, karaoké, emoji, c'est celui qui m'a le plus surpris. Puis il y en a bien d'autres qui s'ajoutent à la liste. Quand ils prennent un mot qui vient d'une langue étrangère, ils vont l'écrire en général en katakana. J'ai parlé des hiragana tantôt, qui utilisent à compléter certains mots, puis aussi qui, chez les gens qui savent pas tant écrire le japonais, c'est un alphabet phonétique. Donc, ils peuvent utiliser cet alphabet-là
pour utiliser les mots, pour écrire les mots qu'ils connaissent pas. Puis aussi, il y a les katakana, eux, qui sont toujours utilisés pour les mots étrangers. Admettons, si on veut dire pan pour le pain, on va utiliser des katakana. C'est pas des idéogrammes, c'est des phonèmes. Et certains des katakana viennent des kanji. Par exemple, ni, tu vois, ni avec les deux traits. Ni, c'est comme une plus petite version de deux. Puis en japonais, pour dire deux, on dit ni. C'est pour ça que ni, c'est devenu, le katakana ni, c'est devenu un deux petits traits comme le kanji qui veut dire deux. Donc, en tout, il y a combien d'alphabets? Il y en a trois. Il y a les kanji, les idéogrammes, les hiragana, les phonèmes pour compléter des mots, pour en écrire certains, pour écrire des points de grammaire, des particules. Puis les katakana pour utiliser majoritairement pour soit des mots étrangers ou parfois aussi pour des onomatopées. Le Japon est un pays extrêmement américanisé après la guerre, quand ils ont perdu. Ils se sont fait envahir par les Américains, ils se sont fait imposer une constitution américaine. Tout. Ils ont été industrialisés, puis ils se sont industrialisés extrêmement vite. Ils se sont modernisés aussi extrêmement vite parce que vu qu'ils avaient perdu la guerre, ils voulaient vraiment que leur pays ne devienne pas dans l'oubliette, là. Puis ils ont quand même bien réussi. Ils ont beaucoup de produits japonais comme les voitures bien connues, les Toyota, etc. Il y a beaucoup de produits japonais. Puis aussi, évidemment, le monde des mangas. Vous aimez la culture asiatique autant que Renaud Médan? Visitez la page Facebook et YouTube de Trad pour en apprendre plus sur l'histoire du coréen.